Bon, de toute façon, ça va aller assez vite parce qu'il y a pas grand chose à Hein? travailler cette semaine, parce que la semaine qui vient de passer, de toute façon, n'a pas été une semaine, trop dynamique, enfin ou trop, du moins, axée sur, en termes de news. Donc, on va démarrer le lundi. Donc là, lundi, hop, mais c'est lundi 2 juin, donc ça va Ouais, pas c'est là ce que déjà, j'allais j'ai un dire. petit problème. Lundi 26, donc lundi 26, c'est férié demain. Donc Ah du ouais? coup, ouais, ce sera férié aux États-Unis, donc Mmh. on n'a pas de session. De toute façon, ce sera une session qui compte pas en plus, donc ça sert à rien. Une semaine à Hem, 4 jours. ouais. Alors, mardi 27 à 10 heures du matin, on aura Kashkari qui va prendre la parole. Hem, Ensuite, 14h30, commande de biens durables. Hem, 10, 16h, confiance des consommateurs, ça sera assez important, même si c'est ça c'est les stats que aime pas trop Powell, hein, que celle qu'il a lui-même désignée comme ubuesque, mais Mmh. ça restera intéressant. 17h30, le GDP Atlanta, projection donc du PIB, hein, qui projette quand même une croissance toujours positive au T2. Et voilà. Mercredi 28, on va avoir pas mal de discours parce que tout simplement le soir, on aura le compte rendu de la Fed. Alors, donc du coup, 2 heures du matin, on aura Williams. Ensuite, 4 heures, on aura Waller. Ensuite, 10 heures, on aura Kashkari encore. 13 heures, le taux hypothécaire 30 ans, ce sera assez intéressant. Pareil, on va le voir parce qu'il y a une grosse tension sur le marché obligataire, hein, dont on avait un peu parlé déjà sur notre précédent travail des cartes. Donc, on avait évoqué ce sujet-là. On était un petit peu justement du coup en avance. C'était bien. On avait vu mardi, on s'était noté justement que le taux obligataire 10 ans, 20 ans allait avoir un impact. Il fallait faire très attention à 19 Mmh. heures. On a bien vu qu'il a marché. Ça a été un Barkin, très gros impact, oui. 400 points, voilà. Barkin à 14h30, 14h55, les ventes au détail. 15 heures, Williams. Donc là, c'est tous les discours de Fed. Hein, c'est parce que, comme on aura le compte rendu, 16 heures, les indices de la Fed de Richmond, noyés complètement dans la bougie de 16 heures. Hein, c'est pas ce qui donnera une tendance. Donc, ensuite, on va avoir dans les minutes de la Fed à 20 heures. Les minutes de la Fed, hein, c'est juste le rapport, tout simplement, hein, le rapport du compte rendu de la dernière réunion. Jeudi 29, déjà. Donc 14h30, comme d'hab, inscription au chômage. On a vu cette semaine que les inscriptions au chômage
ont reculé. C'était une bonne nouvelle, enfin une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi, mais pas une bonne nouvelle pour la Fed, hein. Une bonne nouvelle en tout cas économique aussi, qui aura plu. Donc jeudi 29, 14h30, on aura le chômage. En même temps que le chômage, on aura quand même un premier indice du T1 du PCE Core, la révision, une préparation du PCE que l'on aura le vendredi. On va avoir le PIB trimestriel américain, donc on a un cocktail quand même là à 14h30. Bon, Barkin au milieu, ce sera une goutte d'eau. Donc là, 14h30 jeudi, c'est ça qui va dicter la journée, hein. Jeudi, ça partira dans le sens de cette statistique. Ce sera une stat quand même plutôt à deux sens parce que il y aura comme il y a un équilibre entre le PIB des ventes, le PIB trimestriel, les bénéficiaires, le PCE et le chômage, ça va faire beaucoup. Donc, on peut commencer à avoir une méfiance à 18h sur les adjudications du 7 ans, même si d'habitude on commence à s'intéresser plutôt vers 10 ans. Reste que le 7 ans va avoir son importance. Et ici, Goldsby, 16h40, pardon, je failli le louper. 16h40, comme c'est quand même en plus une heure à laquelle on trade généralement. Goldsby, c'est quand même le vice-président. Goldsby. Et donc, on aura, on a dit, le 18h pour le 7 ans. Eh oui. 20h Kugler, 22h Dali. Et 22h Dali. Ce sera tout pour jeudi. Et donc vendredi, on arrivera sur un gros jour, la plus grosse journée de la semaine vendredi. 14h30, le PCE Core. Ce sera l'info de la semaine, l'info que tout le monde attend, l'info que tout le monde veut voir. Une info qui va commencer à se rapprocher de quand a pu s'appliquer les taxes douanières. Et donc, on voit bien, mois d'avril sur un an. Donc là, ça va être l'enjeu le plus important. C'est des bougies à compte, ça? Celle-ci va être... Bon, de toute façon, ce sera une bougie à compte, j'ai envie de te dire, surtout pour la journée qu'il y aura, parce que de toute façon, ça partira dans un seul sens, tu auras juste à suivre le sens. Il n'y aura pas Ce sera une journée où ils vont faire plus 2%, assez logiquement. Ce sera mieux même que de venir trader la mèche, parce que... D'accord. Mais oui, on peut venir trader la bougie elle-même. Non, c'est quoi? Ouais. Carrément. 15h45, indice PMI de Chicago. Quand même se marquer. Et donc 16h, l'indice Michigan. C'est celui que Powell n'aime pas. Confiance des consommateurs. Anticipation d'inflation à 5 ans. Voilà, quand on voit une anticipation d'inflation à 7% et 4,60 à 5 ans, on comprend pourquoi ils trouvent qu'il n'y a aucun intérêt à lire ces lignes-là. Mais le marché s'y intéresse, le marché leur donne de la valeur. Donc, voilà, hein, c'est le marché qui a toujours raison. Ensuite, à 17h30, on aura le GDP d'Atlanta. Ce sera une grosse journée un vendredi. Et 18h20, donc du coup, Bostik. Et ainsi, ce sera tout pour vendredi. Ce sera déjà énorme. Très, très grosse journée vendredi. Voilà. Voilà.
Donc, ce sera plutôt en fin de semaine que ça va vraiment se décanter, à Mmh. partir de mercredi soir 20h, avec déjà les minutes de la Fed, le lendemain, le PIB et le chômage. Un chômage qu'on veut voir. Oui, oui, Lucas, on trade. De toute façon, nous, on trade toujours dans le sens de la tendance, toujours à l'achat. Mais on aura très certainement, de toute façon, plus jeudi que vendredi. Oui, il faudra se diluer dans la tendance parce que ce sera des journées, plus vendredi pardon que jeudi, ce sera une journée vraiment à gros bleu ou gros rouge en fait, hein, gros vert ou gros rouge, mais il y aura vraiment un gros impact. Qu'est-ce qui peut être attendu de cette semaine? On voit que l'indice de volatilité, il a un petit peu reflambé ici depuis le 23, depuis il y a 2 jours, notamment dû à cette publication d'adjudication. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Quel est l'impact? On va le regarder. En fait, on a eu tout simplement... Tiens, on va revenir sur la semaine qui vient de passer. En fait, on fait de plus en plus ça d'ailleurs, je me rends compte, mais ça permet de... Voilà, donc on a eu une adjudication 20 ans qui s'est pas super bien passée pour les États-Unis, hein, avec un précédent à 4,80 et on repasse au-dessus des 5% à 5,10. 20 ans, qu'est-ce que c'est qu'une adjudication d'obligation déjà? L'adjudication d'obligation, on a quand même un live demain, même si c'est férié. Et non, je ne trade pas demain. Voilà, si c'est férié aux États-Unis, c'est férié pour moi. Donc demain, pas de trade. On n'aura pas de live. On aura, il y a des personnes qui vont en profiter pour faire, avec qui je vais en profiter pour faire le suivi individuel. Si vous voulez faire le suivi de coaching, n'hésitez pas à me contacter parce que du coup, comme il n'y a pas de trading, on peut en profiter. Il y en a certains qui vont faire des petites interviews pour le site ou quoi. Et donc non, pas de trading demain. De toute façon, ça sert à rien de trader, ça compte pas. Ça va t'actualiser ta balance, mais ça compte pas comme un jour de trading au niveau du site de la propre firme. Donc aucun intérêt, hormis prendre des risques et de te mettre en danger. Et en fait finalement de faire une moins-value et que comme tu n'es pas le volume, tu puisses te faire absorber, ou pire qu'il y ait un tweet de Trump et qu'il n'y ait personne en face pour le contrecarrer et que du coup ça puisse tuer tout le monde. Donc je ne sais pas s'il y a des questions peut-être avant qu'on passe à la psychologie de marché. Dites-moi, peut-être pour les nouveaux, si vous avez des questions par rapport au calendrier qu'on vient de marquer, n'hésitez pas. Donc voilà, donc demain, férié, pas de trading, il n'y a pas de live. C'est les vacances. Par rapport au plus 50 que veut tenter de faire, enfin que propose Trump sur l'Europe, bluff comme d'habitude. Qu'est-ce que bluff, pas bluff comme Qu'est-ce d'habitude. que je bluff, pas bluff, je sais pas. Si toi tu sais qui bluffe, je sais pas, tu dois être dans des petits papiers, moi j'en sais rien. Ouais. Il a appliqué 145% de droits de douane aux Chinois. Il peut en appliquer 50 à l'Europe. Hein. Donc, à mon avis, ça ne le dérangera pas. Donc, bluff ou pas bluff, non. Pourquoi bluff? Non, mais je sais pas. Voilà. C'est Pourquoi bluff? Je sais pas. Et non, les Américains sont censés être nos alliés, avec mes économies, je sais plus. On est comment perdu avec lui. Oui, des alliés politiques. Maintenant, est-ce que nous, on est des alliés économiques réels des États-Unis? Je sais pas non plus. On profite aussi de leur économie. Donc, il a envie que ça cesse. Il a envie qu'on discute. Et pour nous faire discuter avec lui, il bouscule un peu les codes. Il fait comme il fait d'habitude. Il fait mal pour créer de la réaction. Il fait du buzz. Maintenant, à nous d'être aussi forts que les Chinois, quelque part. Si peut-être, si on tape du poing sur la table, nous aussi, peut-être il finira par dire on veut discuter avec lui, et on fera un rendez-vous à Genève ou ailleurs, et on sortira de là avec une désescalade et sans accord, hein, parce qu'il a toujours rien signé avec la Chine quand même, et donc et un marché qui
qu'il accepte et qu'il vit bien, hein. De toute façon, on voit bien comme tu dis, qu'il a agressé un petit peu l'Europe avec cette proposition, et pourtant on a le marché finalement qui dans un premier temps s'est dit que c'était pas la bonne nouvelle, et qui après a tout récupéré, tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce qui peut aujourd'hui faire baisser les marchés? Telle est la vraie question. Moi, donc les adjudications, ben, on va y venir parce que c'est le sujet, pour moi, le sujet des mois à venir. Je pense que maintenant, en dehors de l'inflation, le vrai sujet qui va arriver sur la table et sur la table de l'économie mondiale, ça va être la dette mondiale qui est en train d'exploser, et les taux face à cette dette qui sont démesurés. Donc l'adjudication tout simplement d'obligations, c'est quand l'État américain, pour le coup, puisque nous on s'intéresse au marché américain, distribue sa dette, et qu'il vient créer, c'est-à-dire quand il y a des dettes qui arrivent à échéance, et là il repart il les remplace pour les 20 prochaines années, et donc ça veut dire qu'il vient d'emprunter des milliards pour 20 ans à 5,10%. Pour info, si on le regarde dans le détail, quand même, ce sera quand même assez choquant de se dire qu'il y a encore 3 ans en arrière, c'était quelque chose qu'on empruntait à 2%. On vient de sonner là, hein. C'est quelque chose qu'on empruntait encore à 2%, et que maintenant, vous voyez, on est quand même à plus du double, au-dessus de 5%. Donc c'est incroyable d'en arriver là en si peu de temps, en 4 ans, même pas 3 ans. Voilà ce qui arrive sur le marché, et qu'est-ce que ça impacte, en quoi ça impacte en fait les économies. C'est tout simplement que quand on finance, finalement, quand l'État a besoin de ressouscrire à de la dette pour financer le public, en fait, hein, pour financer la mise en place de tous ces programmes publics, il est obligé de l'emprunter plus cher, et donc de s'endetter, et donc de rembourser les intérêts de la dette avec de manière plus onéreuse, et donc ça ralentit aussi potentiellement son développement futur, puisqu'il va avoir plus de mal à rembourser sa dette. Donc l'enjeu était important. Je vous avais dit que ça allait décoiffer un petit peu, enfin que ça allait être très dangereux pour ceux qui y seraient. Bon, on l'a vu, hein, ça a été très dangereux puisqu'on a eu quand même une baisse sur l'effet de la sortie. Donc c'était regardez, c'était le jeudi, me semble. 21. Donc le 21, vous voyez ici, tac, le 21, on était à 21 500, et bloum, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est le gros rouge qui a démarré. On le voit bien ici. Pouf, il y a eu grosse liquidation. Aussi, pourquoi grosse liquidation? Parce que il y a un autre critère qui est regardé quand on émet de la dette en étant un État. On regarde aussi combien de fois ce pays aurait pu combler cette dette. En fait, tout simplement, j'émets, je vous dis n'importe quoi, 10 milliards de dettes sur le marché. Je suis les États-Unis d'Amérique, j'émets 10 milliards de dettes. Est-ce que finalement, j'aurais pu, si je voulais, en emprunter 50 milliards, et j'aurais eu du monde qui m'aurait prêté et qui m'aurait suivi au même taux? Et là, en fait, on se rend compte que ce nombre de fois, quelque part, où ils auraient pu emprunter la dette sur 20 ans qui leur était proposée, il est en ralentissement par rapport aux fois précédentes. Donc, on est quand même à toujours plus de 2,5 fois à peu près pour les États-Unis, hein. Donc, ils ont encore de la marge, c'est pas le problème, mais on se rend compte quand même qu'ils étaient pas loin de 2,8, ils sont plutôt vers 2,5, donc c'est quand même assez marquant. Ils marquent le pas en termes de personnes, du coup, de nombre de personnes qui seraient prêts à leur prêter. Et ça, je pense que il y a de quoi ça peut aussi venir. Ça peut venir
plusieurs choses. La première, c'est que la guerre commerciale entre Trump et les autres pays font qu'il y a moins de pays qui ont envie de prendre de la dette américaine. On ne peut pas non plus toujours se laisser faire comme ça indéfiniment. On ne peut pas non plus être, que ce soit l'Europe ou que ce soit certains pays comme la Chine et le Japon notamment, être toujours au soutien des Américains, surtout que le Japon rentre dans une période aussi un peu cruciale, notamment au niveau de la dette, avec des taux au niveau de la dette qui remontent de plus en plus. Euh, et donc finalement, qui a du mal à pouvoir, on le sait, c'est le premier détenteur de dette avec la Chine, de dette américaine, et donc finalement qui a du mal à pouvoir et faire front sur sa propre dette, puisque on sait que la Banque du Japon achète de sa propre dette, mais en plus de ça, se retrouve à potentiellement pouvoir moins emprunter, moins financer la dette américaine, et ça peut créer une petite crise systémique sur le marché obligataire, parce que si finalement chaque personne qui commence à émettre de la dette, et quand la première puissance mondiale émet de la dette et que d'une dette sur l'autre, on passe de 4,80 à 5,10, imaginez, il y a quand même 0,30% en plus, c'est pas rien, et psychologiquement, en plus, on passe au-dessus du 5, donc ça pèse sur les esprits. Donc, cet effet-là, forcément, marque un gros coup, et derrière, quelque part, comment voulez-vous que les Européens puissent emprunter moins cher? Si la première puissance mondiale emprunte à ce prix-là, à un moment donné, le marché obligataire, c'est une question d'offre et de demande. Si je suis censé me dire la première puissance mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique, et à eux, je peux leur prêter à 5,10, est-ce que je vais aller emprunter ou donner, je vais prêter, pardon, à 3%, par exemple, à l'Europe? Est-ce que je vais prêter à 3% à la France? Est-ce que je vais prêter à 3% à l'Allemagne? Est-ce que je vais prêter à 3% à la Chine? Si je peux, sur la même durée, les mêmes conditions, prêter à 5% aux États-Unis. Donc, quelque part, forcément, elle tire vers le haut. Ce rôle de leader tire vers le haut, du coup, tous les taux obligataires du monde entier. Et ça, oui. Historiquement, on est déjà monté jusqu'à combien? Historiquement, je pense que ça doit être du très haut. Je ne l'ai pas en tête. On peut le regarder. Ça doit être du très haut. Il doit y avoir du 7%, à mon avis, sur la période max, parce que dans les années vraiment les 30 glorieuses, les choses comme ça, où en fait là l'économie, quand tu as des croissances à 2 chiffres, ça fait pas peur de prêter à 2 chiffres. Tu vois. Ouais. Donc et même quelque part l'endettement de la part du pays, le pays lui-même n'a pas peur de s'endetter avec des gros chiffres, puisque il est dans un cycle de croissance qui lui permet de croire en l'avenir d'une autre façon. Mais là, on est quand même, tu vois, regarde, si on prend sur les 5 dernières années, on est sur le point haut, c'est la deuxième plus haute. 5,24 on a eu, c'est le plus haut de 2023. Et là, 5,10, c'est le deuxième plus haut des 5 dernières années, quand même, sur 20 ans. C'est pas rien. C'est ce qui a créé cet effet. Et c'est surtout, regardez, c'est surtout rare quand on est vraiment au-dessus des 5%. Et généralement, on est en dessous des 5%. Et là, c'est la deuxième fois, du coup, que c'est le deuxième plus haut depuis 5 ans. C'est significatif, et c'est significatif. Donc pourquoi? Parce que ça arrive dans un contexte finalement où c'est lié plus à ce brouillard dont nous parle Powell, ce manque de visibilité sur l'avenir, cette problématique de Trump qui dit voilà, demain je vais taper sur les Européens à 50%, comme il disait qu'il allait taper sur les Chinois à 140%. Comment savoir?
vraiment, sur qui vraiment il tapera, en fait, quelque part, c'est de plus en plus dur à savoir. Et c'est ça qui fait monter les taux plus que la hard data. Parce que la hard data, elle, quand elle ressort, si on prend, regardez les chiffres du chômage le lendemain, inscription au chômage, 227 000, 230 000 attendus, donc une petite baisse toute légère, mais petite baisse. PMI manufacturier, donc PMI, l'indice PMI, c'est la confiance des entreprises, hein, vous vous souvenez. S'il est au-dessus de 50, c'est qu'ils sont plutôt confiants. On l'attend à 50, il est à 52. PMI service, l'économie des services, c'est 75% à 80% du PIB américain. 52,3, donc largement au-dessus des 50,8 précédents. On n'est toujours pas en dessous des 50, donc ça veut dire qu'on a des chefs d'entreprise qui, pour l'instant, eux, ne sont pas pessimistes et restent dans cette dynamique. Par contre, on a des taux obligataires sur le TIPS 10 ans qui ressortent à 2,22. Vous voyez, au lieu de 1,93, ils passent au-dessus des 2. On a du 20 ans au-dessus de 5. On a une condition obligataire qui se durcit parce que les fonds, les détenteurs de l'argent, ont du mal à comprendre vers où on va. Et donc, dans ce manque de clarté et de visibilité, du coup, ils ajoutent ils ajoutent un delta, ils ajoutent une note risque un peu plus importante que ce que l'on voit vraiment dans les chiffres, parce qu'ils se disent qu'à tout moment, finalement, s'il n'y a pas de pilote dans l'avion, l'avion, il peut aller vers un crash. Voilà. Donc, ce petit élément cet élément de risque, cet élément d'incertitude, en fait, c'est plus de l'incertitude qui fait monter ces taux que réellement des hard data, parce que dans les hard data, ça ne se retrouve pas. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'au niveau des marchés, on arrive à avoir un marché qui rebondit parce que, alors, et c'est là où on va en venir par rapport au titre que je vous ai mis aujourd'hui, c'est que le trader retail, est-ce que c'est la nouvelle ère quelque part de ça? Souvenez-vous, bon, la semaine, il y a 15 jours, on avait eu Finch qui nous expliquait que la majorité des fonds d'investissement sortaient des positions ou ne re-rentrez pas directement en position. Pour l'instant, la dynamique qui se crée sur le marché, notamment précisément plutôt américain, était très due au trader retail, très due au fameux buy the dip, au fameux acheter le plus bas, et ce retournement presque en V quand on était sur le point bas et qu'on repart directement boum vers les plus hauts d'un seul trait, était très marqué par cette économie du trader retail qui finalement investit de plus en plus le marché, mais pas trop mené par la smart money ou par l'argent qui compte, si on peut dire. Et c'était une des craintes que l'on avait évoquées. Je vous avais dit, je pense que le marché peut plutôt, à un moment donné, rendre. Il y a quand même eu un gap haussier assez important, notamment ici, qui s'est un peu envolé d'un seul coup. Bon, bien sûr, je ne parle même pas de celui-là, mais à la rigueur, on a essayé, vous voyez, d'en recombler au moins la moitié. Et ici, on n'a rien recomblé du tout. J'ai du mal à comprendre pourquoi on ne revient pas vers, vous voyez, vers les plus hauts du mois précédent, vers les 20 000 points, vers au moins en tentative de rebond, vers les 20 000, 20 500. Hop, on se réappuie dessus et après on repart. Mais ça me semblerait un minimum aussi. Pourquoi? Parce que psychologiquement, comme je vous le disais, il n'y a pas de deal qui a été signé. Il y a de l'effet d'annonce, comme il y a de l'effet d'annonce quand il dit on va mettre 140% ou comme quand il dit on va mettre 50% sur les Européens, mais il n'y a pas d'effet d'annonce sur le fait de dire on a signé quelque chose et voilà ce qu'on a signé. En fait, le seul avec qui il a vraiment signé quelque chose, c'est les Anglais, les Anglo-Saxons qui normalement sont
sont quand même, ont pris quand même dans la musette le minimum syndical de 10% et qui sont les alliés historiques des États-Unis et pour lesquels il n'y a pas de grand intérêt au niveau économique pour les États-Unis. Alors, du coup, que font les fonds d'investissement? Les fonds d'investissement, on le voit assez, on le remarque. Si j'arrive à vous le mettre, on a des marchés européens qui, voyez, voilà le graphe des marchés européens. Voilà. On a des marchés européens qui sont sur le plus haut de tous les temps, quoi. On a un marché DAX qui est ici, qui est perché, vous voyez comme il est haut, très très haut. Depuis le mois avril, là, en très très peu de temps finalement, du 7 avril à aujourd'hui, il a récupéré toute la phase de baisse que l'on avait eue sur tous les indices et il s'est complètement redressé pour être sur son plus haut de tous les temps. Il a déjà cassé le plus haut précédent et là on est revenu s'appuyer suite à l'annonce de Trump sur le dernier plus haut, mais on est quand même très haut perché notamment sur l'économie allemande. Hein. C'est pour moi parce qu'il y a quand même un changement comment dire, en faisant attention à nos mots, mais il y a quand même un petit peu de je prends d'un côté, j'ai de l'incertitude côté américain. Je ne sais pas trop comment ça peut se passer d'un moment à l'autre sur un coup de tête d'un mec qui fait un peu comme il a envie de décider lui de faire. Je prends ça, je vais liquider un peu. Est-ce que je dois réinjecter parce que, comme je vous le dis tout le temps, le marché est structurellement haussier puisque les fonds d'investissement sont obligés de rentrer en position au moins 70% de leur capital, au moins une fois tous les 7 jours glissants, et qu'ils sont obligés, pour pouvoir vendre, de détenir l'action en portefeuille, ils dopent le marché et ils re-rentrent. Mais là, au lieu de re-rentrer sur le marché américain, finalement, on re-rentre plutôt sur le marché européen qu'américain. Donc ça, c'est ce qui peut doper les actions européennes à la hausse, mais par contre, on voit bien que le reste des actions américaines est aussi plutôt dopé, lui, par le trader retail. Qu'est-ce qui me fait toujours penser ça? C'est que quand même, quand on trade l'après-midi, on ressent qu'en termes de volume, c'est pas du tout la même chose que d'habitude. Et aussi parce que, en fait, bon là c'est en 1 heure, mais je vais vous le mettre en 1 minute. On voit bien que l'info, quand elle sort, quand on a, vous voyez, l'info sur ici l'adjudication les adjudications 20 ans, boum, on a un effet ici un peu bon, pas non plus dramatique, mais un peu sell-off, un peu en mode boom, on dégage, parce que qui peut se permettre de prendre le risque d'aller chercher, s'il peut prêter sur 20 ans aux États-Unis à 5% par an, est-ce qu'il va faire pendant 20 ans 5% par an sur les actions américaines? Donc peut-être il se dit, il vaut mieux dégager ce que j'ai là et le mettre sur le taux obligataire parce que je préfère lui prêter à 5% sûr, parce que c'est du sûr, ce ne sera pas renégocié. Là, celui qui a eu l'émission d'obligation, il a eu l'émission d'obligation à 5% pendant 20 ans. Donc c'est quand même, voilà, là on a un gros dégazage, on va dire, enfin un gros, assez fort, hein, en peu de temps finalement. C'est pour ça que je dis qu'il est gros, c'est parce qu'on tire un petit peu la chasse d'eau un peu en peu de temps. Et finalement, vous voyez, on revient. Voilà. Finalement, fermeture du marché. Toute la nuit, tout le matin, on reste plus ou moins sur le seuil de là où on était, où la chute s'est arrêtée. Et puis, ouverture du marché, on descend proche des 21 000. Et là, sur la publication de... ici, on a le second effet tweet de Trump qui nous dit qu'il va s'attaquer
aux Européens, non, c'est même pas, c'était le vendredi, là, c'est le jeudi. Donc, le jeudi, je sais même pas, sur l'ouverture ou avant l'ouverture, ben voilà, 14h30, on a un effet, vous voyez, 13h, 14h en pré-market, un petit peu, broum, le marché qui tombe. On a la publication du chômage. Ah, le chômage sort, lui, finalement, donc avec moins de chômeurs qu'attendu. Regardez l'effet, pour 3000 chômeurs de moins qu'attendu, l'effet que prend le marché, quoi. Alors qu'on a toujours une adjudication qui n'est pas bonne. Et derrière, voilà, le marché récupère presque tout ce qu'il avait perdu. Il revient, voilà, vous voyez, se positionner comme avant l'ouverture du mercredi. Et si Trump ne nous fait pas hors marché son petit tweet, rien ne nous empêchait de revenir casser la zone des 350 pour repartir vers les 500. Il nous fait le tweet, on revient à 750 directement sur le tweet. Donc là, pour moi, on a vraiment cet effet un petit peu, comment dire, presque algorithmique, quoi. Il y a une annonce, bouf, on liquide. Regardez, encore une fois, chaque bougie, c'est 1 minute. On repère 400 points en quoi 13h20, 14h20, en 1 heure. Vous voyez, ici, on avait perdu 400 points on les avait perdus en 20 minutes, même pas. Là, on était là, de 19h08, 19h30. Voilà, en 20 minutes, on avait perdu de 21 500 à 21 150, 400 points. Donc là, c'est quand même des personnes qui, quand ils appuient sur le bouton, ils envoient du contrat. Parce que là, il y a de l'order flow qui est complet, quoi. Et derrière, sur la journée, on revient sans réelle raison. On revient presque là sur les 21 100, sur le point bas. Et même, on essaye, après, il y a juste en post-clôture où on est repassé un peu sous les 21 000, mais on essaye de sauver les 21 000, en fait. Voilà. Je trouve que les chutes, quand elles sont amorcées, sont des bougies beaucoup plus violentes que les poussées haussières. Et que les poussées haussières manquent de volume, on va dire, d'ordre général. Et donc, pour moi, je continue à penser que les poussées haussières sont plutôt amenées par le trader retail. Le trader retail qui, des fois, ne se soucie pas de ce genre d'informations, ne se soucie pas forcément de certains points. Il regarde quoi? Il regarde ça, il se dit « Ah là là, mais il y a moins de chômeurs, ah, il y a un bon PMI service, s'il y a moins de chômeurs, il y a un bon PMI service, que le CPI de la semaine dernière était bon, on peut y aller. » Voilà. Je ne sais pas trop quoi en penser. Est-ce qu'à un moment donné, si quand même ceux qui prêtent aux États, c'est pas normalement Riri, Fifi et Loulou. Donc ceux qui prêtent aux États, si les institutionnels collent 0,30% dans les dents à l'administration américaine et que on a une agence comme Moody's la semaine dernière qui abaisse la note de la dette américaine parce qu'ils ont une vision parce que la dette américaine est trop lourde. Souvenez-vous, hein, Powell le dit, Trump le dit. Trump met la pression à Powell pour baisser les taux parce qu'il veut justement baisser les taux qui s'appliquent sur cette dette américaine. Donc, c'est que ça les inquiète. Ça les inquiète. Les agences de notation bancaire disent qu'elles abaissent la note de la dette américaine. Effet sur les taux, le taux obligataire 20 ans prend 0,30 points dans les dents. Où est la sanction du marché? Est-ce que vous trouvez sincèrement, quand vous regardez ce graphique sur la semaine, que le marché a réellement sanctionné ce genre d'infos? Bon, oui, là, si je prends la semaine entière, regardez, on a démarré lundi 19, on était à 21 100. On finit le vendredi soir à 20 950. Voilà, on a perdu sur la semaine 150 points. Est-ce que vraiment, c'est une semaine où il y a eu
comment on dit, ils ont abaissé la note américaine et l'adjudication à 20 ans a pris 0,30 points dans les dents. On a perdu 150 points sur la semaine. Ok. Bah, c'est dérisoire, quoi. Je veux dire, qui pourrait penser que la dette américaine allait être moins bien notée? Si on note moins bien la dette de la première puissance mondiale, on fait quoi avec les autres alors? Enfin, je sais pas. C'est assez un peu, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu une décorrélation. Alors, effectivement, il y a une décorrélation aussi parce qu'il y a une décorrélation entre notre ressenti, c'est-à-dire entre le ressenti général de se dire ce que fait Trump en ce moment dans le monde en tapant un coup sur un, en tapant un coup sur l'autre, en faisant un petit peu du show télévisé, même avec le président ukrainien, quand il l'invite, qu'il se clash devant la télé, que devant toutes les télés du monde entier, il dit « Ah, ça vous fait bien du show télé, vous allez vous régaler ». Bon, mais concrètement, depuis ça, qu'est-ce qui s'est passé sur le front ukrainien et avec la Russie? Absolument rien. Qu'est-ce qui a avancé? Absolument rien. Voilà. Qu'est-ce qui vraiment a changé? On ne sait pas. Avec les Chinois, ils se sont rencontrés, ils ont apparemment, ils se sont super bien entendus. Bon, génial. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Pour l'instant, il n'y a rien de signé. Donc, la seule chose qui a changé, c'est qu'on se colle quand même 30% de droits de douane. Il y a bien un moment où ça va se voir. Et si le marché fait comme n'anticipe pas, ne prévoit pas, ne réfléchit pas à quel moment ça va se voir, quand ça va se voir, en fait, finalement, on dirait qu'il ne veut pas voir le fantôme dans le placard, quoi. Et quand il va ouvrir le placard et d'un coup, il va avoir peur du fantôme, ça peut liquider fort, parce que quand ça liquide sur des sujets qui devraient liquider le marché, ça ne liquide pas tant que ça, en fait. Voilà. Donc, il y a un moment où si vraiment, pour l'instant, pour être clair dans les propos, ce qui permet, je pense, au marché de tenir, c'est que tout simplement la smart money, elle n'appuie pas sur le bouton vendre, c'est-à-dire qu'elle laisse le trader retail faire monter le marché. Elle se dit, ma foi, il m'amène, tant mieux. Par contre, c'est ça qui tient le marché. C'est ça qui tient le marché. C'est ça qui tient le marché. C'est la hard data. Tant que dans les hard data, on n'aura pas de prémisse d'un vrai risque, la smart money restera en place. Elle se dira, ma foi, s'ils sont prêts à payer le risque, comme s'il n'y en avait pas, nous, dans les hard data, ça tient. Quelque part, ça permet au portefeuille d'être en plus-value. Par contre, les premières données qui vont sortir ici en hard data et qui ne seront pas bonnes, le marché, là par contre, il risque d'appuyer sur le bouton et les algos, ils risquent de défoncer les portefeuilles. Mais vraiment de défoncer les portefeuilles. Et là, ça peut être, ça peut faire des très, très, très grosses journées rouges à ce moment-là parce que quelque part, on le sent venir, mais on fait comme si on ne le sentait pas venir parce qu'on se raccroche aux petites bonnes nouvelles. Voilà, tant mieux pour nous, hein, on se régale, donc on ne va pas se plaindre. Voilà, il faut juste être ouvert à l'idée que, justement arrive cette semaine, l'info cruciale, c'est quoi? C'est l'inflation. Parce que si on a... Alors déjà, premièrement, ça va être jeudi, du coup, les tout premiers chiffres trimestriels avec comment dire, un réajustement de ce PIB trimestriel qui avait fait tant de bruit avec le premier trimestre et potentielle récession aux États-Unis qui avait fait un petit peu le glace sur les marchés.
mais qui a en même temps un petit peu aussi sonné la révolte du marché et la fin de la baisse en se disant de toute façon, si le marché, si le PIB n'est pas bon, c'est parce que aussi ils ont anticipé les rentrées de marchandises et quelque part on va pouvoir résister, en gros. Donc là, on verra dans la révision. Ce sera une des premières révisions du PIB. Et on va avoir aussi ce jour-là un chiffre important, ça va être quand même pareil, l'adjudication 7 ans, parce que ça se rapproche de 10 ans et que le 10 ans est déjà est surveillé. Donc le 20 ans encore plus, le 30 ans encore plus. Donc on a fait le 20 ans, on a fait l'étape intermédiaire, le 10 ans, là 7 ans, on n'est pas si loin. Donc 7 ans, le 7 ans à 18 heures, attention quand même, il peut faire un petit peu bouger, surtout selon ce qui est vu avant. Et après, l'information la plus importante et la plus décisive, ce sera la fameuse inflation. Parce que si on a un PIB qui est révisé et qui reste dans un PIB négatif, que l'on a le cocktail avec une inflation qui repart à la hausse, là, c'est sûr et certain que la smart money, elle va dégazer costaud les portefeuilles. Et là, elle risque de revenir, mais elle risque pas de revenir pour acheter. Donc, du coup, s'il y a du retail en face, il va se faire défoncer. Mais vraiment défoncer complètement. Donc, nous, il faudra qu'on le suive dans la tendance. Si par contre, je pense que si le PCE sort, et souvenez-vous ce qu'elle nous avait dit un des membres de la Fed la semaine dernière, il avait bien dit que le CPI qui était sorti n'était pas les chiffres les plus importants parce qu'il ne prenait en compte finalement des données avant la mise en place des droits de douane qui devaient démarrer au 9 avril par le gouvernement. Donc là, cela commence à se rapprocher de la date qui va être intéressante. Les suivants le seront de plus en plus. Donc chaque nouveau PCE sera de plus en plus intéressant et de plus en plus marquant, incluant les droits de douane ou non. Mais en tout cas, si par contre il ne sort pas, ils sortent, imaginons à 2,6 comme le précédent, ce qui serait vraiment génial. Là, on aurait un très bel élan à la hausse parce que je pense que la smart money, une fois de plus, ne rentrera pas forcément de trop. Alors un peu oui, mais peut-être pas de trop à la hausse, en se disant, nous, quelque part, on a juste à laisser porter le portefeuille. On a juste à laisser porter le portefeuille et voir venir. Et si vous voulez, pourquoi je le précise, c'est parce qu'il y a un moment où, si on monte, quelque part, si, imaginons, on monte, on revient même là à 21 500, voire on va chercher plus haut. D'accord ? Si on le réduit et que, ça c'est du 1 minute, c'est pour ça que vous voyez que dalle. Si on devait même aller chercher plus haut que les 21 500 et qu'on a envie de revenir, vous voyez, un petit peu comme les Européens, peut-être un petit peu plus proche, allez, même si on ne vient peut-être pas chercher les plus hauts de tous les temps, mais si on a envie un petit peu de revenir vers quand même des zones intéressantes, vers les 22 000 points et plus. Est-ce qu'à un moment donné, avec ces effets de bonnes news, on peut remonter sur ces seuils-là? Oui. Est-ce qu'on peut aller chercher 22 000? Pourquoi pas? Si on fait ce chemin-là sans qu'il y ait vraiment les algos ou la smart money en place, ça veut dire que si il y a une évolution positive continue du contexte, que ce soit en termes de PIB, que ce soit en termes de la Fed qui peut-être finira par dire finalement les hard data tiennent le coup, l'inflation baisse, le chômage, lui, ne baisse pas, et donc potentiellement, elle va pouvoir évaluer une baisse de taux éventuelle dans l'année. Si l'inflation baisse, elle va devoir faire ça. Elle ne peut pas rester avec des taux élevés sans raison. Si l'inflation reste à 2,6%, elle aura tous les motifs pour qu'à un moment donné, au moins à la rentrée, elle baisse ses taux. Donc, quand eux, ils vont appuyer sur le bouton, ils nous permettront largement de péter le plafond.
Parce que si on est ici sans eux, ça, avec eux, ce sera du pipi de chat à aller chercher. Donc, quelque part, eux, ils n'ont rien qui presse à revenir. Ils ont le temps. Ils ont le temps comme un petit peu comme la Fed dit qu'elle a le temps, parce que pour l'instant, il n'y a pas. Regardez, pour l'instant, on est loin d'avoir le feu au lac, quoi. Je veux dire, voilà où on est perché, quoi. On serait vers ici. Je dirais, bon, ok, si on a du mal à se maintenir vers les 18 000 points et qu'on ne sent pas de poids lourd dans la pièce, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous voulez, la chose qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, la Fed, il va falloir quand même qu'elle prenne position, notamment au niveau de l'obligataire. Donc, l'obligataire, pourquoi? Parce que l'obligataire, c'est ce qui fait tourner le pays, indépendamment de savoir si tu baisses les taux pour les crédits immobiliers. À un moment donné, l'obligataire, c'est ce qui fait que l'État peut s'endetter. C'est ce qui fait qu'on trouve des ressources pour donner des aides aux gens, pour construire des routes, pour faire des projets, etc. Donc, pour l'école, pour tout. Donc, si on veut pouvoir maintenir le seuil d'endettement et si on veut que les États-Unis puissent rester une locomotive pour le reste du monde, il va falloir que le taux obligataire se calme, et le meilleur moyen aussi après pour que le taux obligataire se calme au niveau de la Fed, c'est au moins de dire que même s'ils n'achètent pas, même s'ils repartent pas sur ce qu'on appelle du quantitative easing, c'est-à-dire que si c'est eux-mêmes qui émettent de la dette, qui achètent de la dette, même s'ils se mettent pas à faire ça, parce que on est loin d'être à cette période-là, hein, on n'est pas post-crise des subprimes où plus personne ne veut des dettes, où plus personne ne veut des crédits des autres, et on se met plus. En fait, il y a une crise de confiance. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'économie marche tant qu'on croit au projet. Si on n'y croit plus, ça fonctionne plus. Si demain on ne croit plus en la vision de l'Amérique, de celui qui gouverne l'Amérique, et qu'on comprend plus sa vision, soit on lui prête à des taux plus importants, soit on lui prête pas. Mais on ne fait pas n'importe quoi. On ne va pas lui donner de l'argent si on ne sait pas, si on ne comprend pas son projet. Donc, c'est exactement la même chose au niveau mondial pour tout le monde. Et nous-mêmes, vous savez très bien comment est fabriqué l'argent. Je pense qu'on l'avait déjà évoqué entre nous. L'argent et le système bancaire n'existent et ne tient que parce qu'on y croit. C'est que parce que quand vous ouvrez votre application du téléphone, vous voyez votre solde bancaire sur le téléphone et que vous croyez que ce solde, il existe vraiment, que ça fonctionne. Si demain on perd confiance et que tous on se dit j'ai plus confiance en ce système et ce cash, je veux pas le voir visuellement sur mon écran d'ordinateur ou sur mon téléphone, et je le veux en papier dans ma poche, et qu'on va tous au distributeur le retirer, le système n'existe plus. Hein, ça, je pense que j'espère que tout le monde dans le groupe le cerne et le comprend. Donc, le système n'existe que parce qu'on y croit. Quand il y a une crise de confiance qui s'installe, un peu comme après les subprimes, le seul moyen de redonner confiance, c'est que l'éléphant il rentre dans la pièce, comme on dit. C'est qu'en gros, il y ait celui qui gouverne la Fed, celui qui gouverne la BCE, ceux qui gouvernent finalement l'argent du monde, le FMI, etc., disent pas de problème. Moi, je suis là. Moi, je vais garantir la stabilité. Et pour l'instant, on est loin de tels propos de la part de la Fed. C'est normal. Ils ne sont pas du tout dans une situation où ils se doivent de racheter de la dette américaine, parce que certes, les taux sont élevés, mais en même temps, l'économie, on le voit, n'est pas encore dans une situation, même si on a un PIB qui a ralenti au premier trimestre, on a quand même encore des bonnes données. Et donc, c'est pour ça que Powell nous dit qu'il a le temps. Mais à un moment donné, si l'inflation continue de baisser, il pourra dire, moi, je peux baisser les taux pour aider quelque part ce taux obligataire à baisser, pour aider ce taux obligataire à regagner confiance.
Et selon les propos qu'il tient, s'il dit qu'une fois que les taux auront baissé, imaginons, je ne sais pas, même si Powell, dans l'année, je ne dis pas la prochaine réunion, mais si dans l'année, il nous dit que, parce qu'il nous a annoncé que le taux, moyen serait plus élevé qu'avant. Donc ça, on l'a compris. Bon, ok, mais s'il nous dit que, par exemple, à partir de 3,5%, la Fed peut commencer à s'intéresser au marché obligataire, surveiller le marché obligataire. Ça voudra dire, nous, on ne participe pas, mais s'il y a besoin, on sera là. Vous voyez, juste ça, ça rassure le marché. Si demain, à une réunion, si vraiment le marché obligataire continue de se tendre comme il le fait là, le seul moyen qu'on aura de calmer ce marché obligataire, c'est que Powell prenne la parole et dise « Ne paniquez pas, en gros, je suis le garant de la bonne tenue du taux obligataire parce que je suis là pour y veiller. » Il n'y a que comme ça où avoir Trump qui dit qu'il arrête de faire des guerres commerciales. Parce que pour qu'on puisse croire en l'avenir des États-Unis, il va bien falloir qu'à un moment donné, on se dise que les États-Unis, il leur reste des alliés commerciaux, parce que sinon, ça va commencer à être difficile de croire en leur avenir s'ils se disputent avec tout le monde et qu'ils veulent faire de la chamaillerie de cours d'école avec tout le monde. Voilà. Et quid de savoir quelle sera la réponse, notamment de l'Europe, parce que est-ce que nous, on va aussi taper du poing sur la table comme l'ont fait les Chinois, ou est-ce que on va se laisser faire, ou est-ce qu'on a envie de négocier? Pour l'instant, il semblerait quand même qu'on ait certains dirigeants qui a envie d'essayer de taper du poing sur la table. Le plus dur sera d'être tous d'accord plutôt que de tous se déliter et d'aller tous à tour de rôle les uns derrière les autres dans le bureau ovale. Donc ça, c'est le gros point d'interrogation. Mais ce gros point d'interrogation, le risque principal qu'il a, c'est le marché obligataire, parce que si les États-Unis s'endettent à un taux plus fort, ben, comme on disait tout à l'heure, forcément, ils vont tirer vers le haut les autres taux, parce que si je considère que la première puissance mondiale, je peux lui prêter à 5%, comment je fais comment vont faire les Français quand ils vont émettre de la dette? Puisque nous, on est Français, et si on prend l'exemple, voilà, comment on fait Comment on fait? Donc là, il peut lui-même, quelque part, titiller l'Europe en disant eh ben, je vais faire moi-même monter vos taux aussi en faisant ça, parce que si moi mes taux sont plus élevés, ben, vous les vôtres ils vont suivre. Voilà. Et ça risque de se compliquer. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au marché obligataire justement et au risque, parce que la Banque du Japon quand même est un des critères. Souvenez-vous, c'est la première fois depuis l'été dernier que le Japon repasse sur des taux positifs, au-dessus de zéro. Le Japon a fait face à une problématique de sa monnaie, justement. On voit bien que l'euro d'ailleurs se redore un petit peu la pilule face au dollar. Donc ça, c'est dû notamment à cette restriction, à ce potentiel difficulté sur le marché obligataire, notamment américain. Ça peut générer, il ne faudrait pas que ça génère, honnêtement, je pense que ça va être le sujet principal de tout l'été, parce que vous savez que chaque été, quand même, à la fin de l'été, on va avoir le consortium quand ils se retrouvent là tous pour aller jouer au golf, etc. Là, les membres de la Fed, ils sont très contents à Jacksonville. Là, et là, il y aura un vrai sujet obligataire, à mon sens. D'ici là, il y a vraiment dans les 3-4 mois à venir, je pense même que dans votre téléviseur, vous allez entendre parler que de la dette, du taux de la dette, parce que ça va vraiment être le prochain sujet. Voilà. Pour le marché et pour donc du coup l'économie mondiale, entre ce qui se passe au Japon et pourquoi ça intéresse les États-Unis, c'est parce que le Japon est le premier détenteur de dette américaine. Souvenez-vous, l'été dernier,
le vent de panique qu'il y avait eu quand le Japon avait rehaussé pour la première fois ses taux directeurs au-dessus de 0%, ça avait généré un gros flux de ventes sur le marché américain. Bon, déjà pour une raison, c'est que beaucoup empruntaient de l'argent au Japon et à moins de zéro, l'investissaient dans les actions américaines. Et donc là, le fait que maintenant il y ait des intérêts, ils vendaient les actions américaines pour pouvoir rembourser l'argent japonais. Mais la seconde raison aussi, c'est que le Japon est le premier détenteur de dette américaine. Et que si le Japon, qui est le plus gros détenteur de dette américaine, a des soucis pour s'autofinancer, vous comprenez bien que du coup, ça devient difficile pour qu'il aille aller financer les autres. Hein. Donc, et puis peut-être même qu'il y a un moment donné où il va devoir vendre la dette pour lui continuer de s'autofinancer. Donc, ça risque d'augmenter encore le taux directeur, puisque le problème des obligations, c'est que plus il y a de vendeurs, plus le taux monte. En fait, parce que moins il y a de personnes qui veulent ta dette, plus ta dette, elle te coûte cher. On est d'accord ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous emboîtez dans votre tête assez, parce que c'est ça qui est différent de l'autre système. Hein. C'est que dans la dette, voilà, si vous pouvez prêter de l'argent, oui, c'est une question d'offre et de demande, mais si vous pouvez prêter de l'argent, je sais pas, entre nous, tiens là, voilà, les deux qui ont le micro actif, Mélina ou Michel, voilà, vous pouvez prêter de l'argent à Michel ou à Mélina. Hein, donc, il y en a un à qui vous allez prêter de l'argent et à quel taux. Voilà, à quel taux vous allez prêter à Mélina et à quel taux vous allez prêter à Michel. C'est à vous de choisir. Hein. Donc, je pense que j'ai une petite idée duquel vous allez prêter au meilleur taux. Voilà. Donc, c'est humain. Et donc, si demain, vous avez une dette, vous êtes détenteur de la dette de Mélina et que moi, je suis détenteur de la dette de Mélina et que Nicolas, il est détenteur de la dette de Mélina et qu'on est nombreux à l'avoir et que d'un seul coup, on veut s'en débarrasser, celui qui va te l'acheter, il se dit, attends, mais moi, je ne suis pas le couillon qui va venir acheter celui que plus personne ne veut. On est d'accord. Donc, voilà, plus il y a de mecs qui veulent vendre ta dette, plus c'est que ça pue. Donc, c'est que le taux, il monte. Hein. Donc, du coup, c'est dangereux que le Japon, c'est pour ça qu'il y a un lien toujours entre le Japon et les États-Unis au niveau obligataire et que ça risque de pouvoir être une crise potentielle mondiale. C'est passé un petit peu comme une lettre à la poste, hein, mais dans la semaine quand même, les États-Unis ont abaissé le montant que se doivent de détenir en réserve les banques américaines. Donc, on sait que, en gros, une banque, elle a un coffre, on va dire, pour que vous visualisez, elle a un coffre, elle a de l'argent dans ce coffre, c'est ce qu'elle appelle ses réserves, ses fonds, pour que justement, quand il y a des crises comme ça un peu systémiques, elle puisse subir les turbulences sans mettre en péril la banque. Et donc, sans mettre en péril votre argent, puisque c'est votre argent qu'il y a dans la banque. Hein. Donc, en gros, elle garantit que tant qu'elle a ce fonds-là, elle peut tourner et elle peut arriver avec des jeux d'écriture comptable à rester en vie. Et ce seuil, pour permettre aux banques de pouvoir avoir un peu plus de liquidité, il a été abaissé dans la semaine. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose dont on a parlé lors de deux travails des cartes? Non. J'essaie de réfléchir. Si je vous parle d'huile dans le moteur, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Ça oui, mais quoi? Ça oui, mais quoi? Oui, ça me parle, ça me dit quelque chose. Mais... C'est vrai que tu as employé ces mots-là. Voilà, ouais. mais quand c'est évident. Donc, on avait effectivement vu, effectivement vu ça, notamment au moment où Powell il était passé
il était passé devant le Congrès et où il avait parlé du resserrement de la masse monétaire. Hein, et il nous avait dit, du coup, lors de ce moment-là, qu'il y avait quelques signes de resserrement sur les marchés monétaires. Et on avait dit, justement, je vous avais dit, c'est un peu le resserrement de la masse monétaire, c'est un peu l'huile dans le moteur. C'est-à-dire que normalement, il faut que ce taux, c'est cette vitesse à laquelle s'échange l'argent, les banques entre elles, quelque part. Et lui, il nous avait parlé de tightness de la liquidité. C'est une étroitesse de la liquidité, si on pouvait dire. En gros, il voulait juste dire que le circuit de distribution, le tube de distribution que l'on a entre les banques, il devenait de plus en plus épais, de plus en plus étroit. Et donc, du coup, quelque part, elle s'échangeait de moins en moins. Et que normalement, il faut qu'il soit dans les clous des taux de la Fed, en fait, hein, des taux directeurs de la Fed, et que on était pile justement dans cet échange-là, mais qu'il trouvait que cette liquidité, ce cash disponible, il circulait un petit peu moins facilement qu'avant, et que donc on peut avoir des fois des petites crises de confiance comme ça entre les banques qui font que comme elles se prêtent pas, eh ben, le taux auquel elles vont pouvoir s'échanger, il va être plus élevé finalement que le marché monétaire, que la Fed, en fait, que l'émission de dette de la Fed. Et donc, là, pour éviter qu'ils aient besoin de se prêter à des taux un peu plus élevés que la Fed, eh ben, on a déjà anticipé que leurs réserves pouvaient être abaissées. Vous voyez ? Et ça s'est passé comme si de rien n'était. Et ça, c'est ce genre d'info ne doit pas passer comme si de rien n'était. Enfin, du moins pour moi. Hein, alors, je sais pas, peut-être que en ce moment, j'ai du mal, hein, vous l'avez compris, avec ce rebond fondé sur du flanc, parce que voilà, fondé sur aucun accord signé. Hein, on a juste un mec qui est arrivé, qui a dit je vais taper sur tout le monde. Puis, quand tout le monde a commencé à dire ah mais non, mais ne tape pas dessus, celui qui a fait le plus de bruit, qui a répondu en premier en disant ouais, mais moi tu crois que tu vas me taper dessus, il lui a dit mais toi je vais te taper dessus le plus fort possible, donc je vais te mettre à 140%. Puis maintenant ils se sont décidés de discuter ensemble, ils n'ont toujours pas signé de papier, mais le marché il fait comme si c'est bon, tout va bien. Donc oui, j'ai du mal, et ce mal-là, quand je le relie à d'autres données purement monétaire, je me dis que c'est obligé que la smart money, elle soit pas là-dedans. Et je trouve qu'en plus, ça se voit dans le volume. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai envie de m'auto-confirmer ce que je ressens. Je profite de la hausse comme vous, et quelque part, on achète, on monte, on n'est pas plus con que les autres. Mais je m'attends à ce qu'il y ait un gros dégazage si à la première réelle déception, quoi, quelque part. Voilà. La première réelle déception risque d'être surinterprétée, par contre, comme ils sont en train un petit peu surinterpréter du flanc, parce qu'il n'y a rien de concret pour l'instant. Voilà. Donc c'est pour ça que le marché monétaire peut être un danger. Et en anticipation de ce danger, déjà, ils ont commencé à dire que les banques pouvaient puiser un peu plus dans leurs réserves. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est un peu plus clair, enfin si c'est clair. J'ai pas grand-chose à vous dire d'autre, parce que sur la semaine dernière, on n'a eu aucune news réellement à enjeu. Hein. En fait, oui, le tweet de Trump aurait pu, pour pas dire aurait dû cibler les marchés. Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez combien étaient les droits de douane sur les produits européens avant tout ce bordel? Européen, non. Chinois, tu l'as dit la semaine dernière. Oui, Ouais. mais on a dit la fourchette entre chinois et européens. On avait dit que c'était de 3 à 5%. 3 et 5, ouais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est parce que 3,5, ça dépendait des pays, quoi. On va dire, on était dans cette fourchette. Il nous lâche un tweet à 50%, normal, quoi. Le marché, il perd 100 points. Bon, ben, ok, très bien. Ok, je sais pas.
Oui, alors peut-être que le marché, il se dit que, comme disait Jérôme tout à l'heure, c'est encore du flanc. Ouais, ouais, mais si ça n'en est pas. Mm. Et si c'est pas du flanc? Et si on a, un président français ou une présidente, enfin pas présidente européenne, mais celle de la délégation européenne, et si on a les Allemands qui, eux, parce que quand même, et c'est pour ça que je pense que le ton peut vite monter, c'est que on a pour la première fois, dans un contexte quand même géopolitique pas commun, ok, on a pour la première fois l'Europe et surtout la première puissance européenne, c'est qui? C'est La nous, première les puissance Allemands. européenne, les L'Allemagne. Allemands. Les Allemands. Si, Les Allemands. l'Allemagne. Et on a l'Allemagne qui active son levier principal de ressources, parce que l'Allemagne, quand même, quand je vous montrais le DAX tout à l'heure, regardez, le DAX tout à l'heure, regardez, je vous le remontre là, le DAX, hein, qui est quand même sur ses plus hauts de tous les temps, 24 212, son plus haut de tous les temps. Le DAX fait son plus haut de tous les temps lorsque les prévisions de croissance pour l'Allemagne sur l'année 2025, c'est quoi? Est-ce que vous savez? Non. 0% de croissance. D'accord? Le DAX fait son plus haut de tous les temps lorsque les économistes sont tous d'accord pour dire que l'Allemagne fera 0% de croissance. OK? Ah, c'est pas simple, ça. Donc, si là, on achète quoi, là? Du vent. On achète de la dette. Et c'est pour ça qu'il y aura un problème obligataire à venir. C'est parce que là, le seul pays qui n'a pas de dette, c'est l'Allemagne. Ah Et bon? donc, le seul pays sur le qui c'est pas un problème si on a une crise obligataire, ben, c'est l'Allemagne. Puisque eux, ils sont pas endettés. Si demain les taux commencent à monter, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de dette. Nous, on est déjà à 110% du PIB. Si en plus de ça, tu te colles 5% dans la tête, tu as compris. Donc, c'est ça, en fait. Donc, quand moi, je vois ça, quand je vois ce graphique et qu'on voit l'état du marché monétaire mondial, on se dit, mais là, il y a un refuge. Ça, c'est le DAX, valeur refuge de la smart money. Ça, le DAX, il n'a pas à être là. Regardez, il ne fait pas des bons comme ça. Ici, on est là le 7 avril. Le 7 avril, plus bas de l'année, 19 000 points, le 7 avril. D'accord? Un mois et demi après, ou un mois après, même le 7 mai, regardez ici, le 7 mai, on avait déjà tout récupéré. On était au plus haut de tous les temps, 23 500. Et 10 jours après, on est à 24 000 points. Donc, en un mois, on a récupéré toute cette baisse du plus bas de l'année, pardon. Et regardez le DAX, normalement, comment il monte. Bon, oui, là, le octobre 2023, il est bien monté. OK, mais après, vous voyez, il a des grosses phases. Il a des grosses phases comme ça. Bon, voilà, ça monte, mais OK, ça monte, tu vois, un peu tout le temps, quoi. Mais il y a des grosses phases de blocus. Là, regardez, boum. Après, une autre, boum. Là, ça, c'est pour moi un gros refuge. J'ai du mal à me dire que ce soit autre chose parce que l'économie allemande, à part investir dans la défense et dans la dette, qui c'est qui peut le plus souffrir des échanges commerciaux avec l'Amérique qui se tendent? Vous croyez que c'est nos exportateurs de vin? J'ai rien contre eux, mais par contre, des exportateurs de produits, de matières pour des voitures, etc., c'est allemand. Hein. C'est eux qui vont le plus souffrir. Donc, ici, il y a un esprit de valeur refuge, et ce valeur refuge, elle est prise, à mon sens, plus par rapport au marché obligataire que par rapport à ce que propose réellement l'économie allemande. Parce que l'économie allemande, elle projette 0% de croissance. Donc, elle ne projette pas d'être bien, quoi. Voilà. Et 0% de croissance, c'était avant que Trump annonce 50% de droits de douane. Quand même. Donc, imaginez s'il applique 50% de droits de douane. Hein, voilà. Donc, j'espère que c'est assez clair.
Donc, au niveau graphique, pardon, parce que là, c'est vrai que du coup, on n'a même pas parlé du graphique. Au niveau graphique, ben, si vous voulez, je m'attends pas à... Déjà, lundi férié. Souvent, vous le verrez, sauf, bon, bien sûr, sauf si on a une info lundi, un tweet de Trump ou je sais pas, ok, ça on le met à part parce que comment le savoir. Par contre, lundi férié, mardi ouverture. Si lundi il s'est rien passé, mardi vert. Ça, souvent, vous le remarquerez, après un jour férié, ils sont frustrés de ne pas avoir pu acheter. Les Américains, la seule chose qui leur plaît, c'est d'acheter. Mardi vert. Donc mardi vert, quand on voit qu'ils sont revenus, bon là c'est en 1 heure, mais on va peut-être le prendre en 1 minute avant de revenir en 1 heure. Quand on voit qu'ils sont assez bien revenus, assez facilement revenus sur le 21 000, dès 19 heures, ils sont restés assez au-dessus du 21 000. Ils l'ont retesté qu'une fois et après en clôture, ils l'ont cassé. Hein, pile sur 22 heures avant de revenir dessus, pile sur la bougie de 22. Donc on peut ouvrir à 21 000 mardi et aller chercher, pour moi, au moins ici, vous voyez, au moins les 150, 21 150, recasser cette zone-là, cette zone qui fait semblant d'être bloquante, si on peut dire, hein, qu'il avait été là à la descente, et donc réintégrer plutôt cette zone-là vers les 150, entre 150 et 200. Okay, donc ça, c'est potentiellement plutôt ce que je pense que mardi peut se passer, parce que ça ferait finalement un plus 0,50, pas un plus 2%. Il n'y aura rien à se mettre sous la dent qui puisse justifier de prendre ou de perdre de toute façon 2%. Et comme ils ont plus envie globalement de remonter que de descendre, voilà, la confiance des consommateurs, on sait qu'elle n'est pas bonne. Donc quelque part, si elle ne ressort pas bonne, pas trop de grosses surprises. La commande de biens durables, oui, elle, oui, va avoir un enjeu parce que si les commandes de biens durables, souvenez-vous, on en avait parlé, les machines à laver, les machins, les bidules, ce qui dure dans le temps, si ça ressort en hausse, ben, ce sera une data de plus plutôt positive pour l'économie qui rassurera par rapport à la potentielle récession des États-Unis. Et donc, si plus de récession quelque part, pourquoi continuer à avoir des doutes sur les obligations américaines? Donc, ça va doper le marché vers le haut. C'est plus cette stat mardi qui va venir nous faire monter le marché que la confiance des consommateurs, parce qu'on sait que la confiance des consommateurs, elle ne sera pas bonne. Voilà. Normalement, puisqu'on le voit dans tout ce qui est les indices du Michigan. Voilà, donc soit mardi, pardon, et à mon sens, normalement, on a plus souvent des hausses, donc on peut ouvrir en attendant la confiance des consommateurs, ouvrir un peu en hausse, quoique non, la commande des biens durables, c'est à 14h30, donc voilà, ouvrir un peu en hausse. Si la commande des biens durables ne devait pas être bonne, ben, moi je trouve que c'est assez évident. Hein, regardez quand même, quand on dit que le graphique il réagit toujours sur les mêmes zones, hein, quand on voit ça, voilà. Le seul endroit quand il est monté sur lequel il est revenu s'appuyer et il a un peu tergiversé avant d'exploser, c'est l'endroit où il s'est réappuyé maintenant. Et cet endroit-là, il est très proche des 750, bizarrement. Donc, c'est... Je crois même je crois même pile sur la bougie, vous voyez, on a fait 727 et je crois même que pile sur la bougie, on avait fait les 750. Donc, si il doit revenir en point bas mardi parce qu'on aurait des commandes de biens durables moins bonnes, on peut rester entre 750 et 800, voilà, par là, hein, donc voire même 725 et 800, d'accord. Donc ça, on va se le marquer quand même. Après, de toute façon, on ne devrait pas avoir grand-chose, hein, lundi, mardi, mercredi. Mercredi, oui, mais lundi, mardi, bon, lundi, c'est férié, forcément. Mardi, si bon, bien durable. Retour sur
On a dit donc retour sur plutôt 150, voire 80. 200. Hein. Non, Ouais. 80. Entre 150 et 200. Si bien durable, mauvais, plutôt donc retour 20 800, 20 750. Ok, donc ça sera pareil, ce sera soit entre 150 et 200 points, soit à la hausse, soit à la baisse. Si on arrive mercredi, donc pareil, pas grand-chose, sauf les minutes de la Fed. Là, les minutes de la Fed, pourquoi elles vont être intéressantes? Pour voir quand même si, effectivement, on ne s'est pas du tout posé la question de baisse de taux, ou est-ce qu'à un moment donné, éventuellement, quand même, certains avaient des discours un peu de baisse de taux. Donc, attendez, deux petites secondes. Liliane. Donc, du coup, je disais mercredi, oui. Donc, la Fed peut montrer, en fait, peut donner juste, en fait, un sentiment, c'est savoir est-ce que j'ai l'intention, est-ce que vraiment, en fait, aucun des membres ne se pose la question, et est-ce que tous on bloque derrière Powell ou pas? Mais normalement, c'est ça qui doit sortir, hein. Parce que quand on regarde tous les discours qui sont dits dans la presse, on serait bien surpris que le compte rendu ne dise pas ça, puisque de toute façon, dès qu'on leur tend un micro, ils sont plutôt du côté de Powell. Ils font plutôt bloc du côté de Powell, et même pour certains qui étaient vraiment colombes. Hein. Donc voilà. Donc là, mercredi, on pourrait avoir quand même un compte rendu plutôt, à mon sens, alors à voir, mais plutôt pessimiste, même si le marché doit se raccrocher à quelque chose, peut-être ce serait se raccrocher en se disant, bah, tiens, quelque part, la Fed trouve que, par exemple, si on a des membres de la Fed qui disent, imaginons, dans le compte rendu, on a des membres de la Fed qui disent, en gros, tout le bruit qui est fait, bah, nous, on ne le regarde pas, parce que quand on regarde les hard data, elles nous donnent des bons chiffres pour l'économie américaine. L'économie américaine se porte bien. Ouh, ça peut très bien rassurer du coup tout le marché, ça va rassurer sur l'obligataire, et ça va quelque part se dire, bah attends, ok, ils considèrent que le marché se porte bien. Voyez, et pareillement, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y en a qui ont dit, est-ce qu'on doit se poser la question de déjà commencer à parler du marché obligataire, commencer à dire que si le marché obligataire a besoin, on sera là. Si ça c'est abordé dans le compte rendu, bon ben là, vous pouvez être sûr que le marché obligataire, il va souffler, il va se dire ok, c'est cool. Bon, ça m'étonnerait, hein, parce que normalement ils en sont pas là, mais ça peut les intéresser, ça intéressera le marché en tout cas. Donc, je pense qu'on devrait plutôt avoir un reflux. Donc, si on était en haut, on peut revenir vers les 750 toujours. Si on était déjà vers 750-800, je trouverais sain que l'on aille vers les 20 500, tout simplement. Hein. Alors, pas non plus juste pour dire que le marché, il se sabre. C'est pas ça. Mais regardez la montée qu'on a eue. Normalement, vous savez que quand on a une montée, on la confirme par un retracement. Et là, vous voyez, ici, on avait bien une belle montée, retracement. OK ? Retracement. On est bien monté, retracement. Au moins de la moitié. Et là, on est monté d'un seul coup, regardez, et on n'a pas eu cet effet de retracement. Là, j'aimerais qu'on ait ce retracement au moins vers les 20 500, confirmé. Si on n'arrive pas à aller choper les 20 000 parce que c'est trop bas, peut-être, mais au moins les 20 500, quoi, merde. Et qu'on revienne, vous voyez, sur ce point haut pour confirmer et repartir. Et là, aller rattaquer les 21 500. C'était tôt, quelque part, pour attaquer les 21 500.
on arrivait de 20 000 points directement à 21 500 comme ça, quoi. Hein, depuis ici, on n'a pas eu de retracement depuis 19 000. Hein. Regardez, on est monté, on a stagné, on est monté, on a stagné. Et là, maintenant, on commence à entamer un petit retracement. On commence à entamer un retracement parce qu'il y a une inquiétude sur l'obligataire et que Trump veut taxer l'européenne 50%. Et on ne fait pas un retracement de 1000 points, hein. On fait un retracement de 200 points, quoi, ou 500 points par rapport au plus haut et 100 points par rapport à la semaine précédente. On ne peut pas dire qu'il y a eu un retracement violent, quoi. Donc, voilà. Le fameux buy the dip tient bien le coup, je trouve. Et ce serait du coup plus sain qu'on revienne potentiellement au moins 20 500, si on n'arrive pas à revenir vers 20 000, mais au moins 20 500 pour alléger un peu même les multiples et repartir. Si on doit repartir, il n'y a pas de problème. Moi, vous le savez, moi j'aime quand ça monte. C'est pas le souci. Il faut que ça monte quand même de manière aussi un peu cohérente, quoi. Donc, et en plus, je trouve que ce serait hyper sain que ça soit le cas et qu'on aille péter ces 21 500, vous l'aurez compris, vendredi. Quoi. Voilà, vendredi, on casse les 21 500, on les fait exploser. Là, il n'y a aucun problème parce que quelque part, le PCE est sorti dans le bon sens, c'est magnifique et là, on explose tout avec grand plaisir. Hein, donc, mercredi, 20 500 si baissier. Hein. Sur les minutes. Et si les minutes sont bonnes, elles peuvent nous permettre de revenir vers les 21 000 points, rester dans cette zone. De toute façon, voilà, je ne m'attends pas à des grands mouvements en fait, hein, mardi, mercredi, plutôt des mouvements de 200, 250 points, on va dire. Jeudi, on met PIB et PCE, donc là, ça va commencer par contre à peser dans le game. Donc, si on est vers les 20 750, toujours pareil, 20 500. Si on est vers 20 500, ça m'étonnerait qu'on aille à 20 000 jeudi, mais bon, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait quand même. J'imagine mal que mardi, mercredi, on ait déjà fait le job de jeudi, vendredi, en fait. Donc, potentiellement, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait faire un mardi haussier, un mercredi baissier, vous voyez, ou l'inverse, ou un mardi baissier, un mercredi haussier, pour finir, en fait, que le mardi, mercredi, on a fait tourner la montre. Jeudi, c'est là où ça compte. Inscription au chômage, PIB, révision du PIB précédent et une anticipation un petit peu du PCE, un petit note 7 ans. Là, on commence à entamer ce qui compte. Et là, quand on commence à entamer ce qui compte, soit on vient chercher du 20 500, soit on vient chercher du 21 350. Et vendredi, si vendredi, le PCE, donc ça, on va se le marquer. Donc, jeudi, 20 500, si mauvais PIB et révision du PIB. Ou attaque 21 350, clairement. Et vendredi, donc là, vendredi, c'est la journée qui compte le plus. Si bon PCE, on casse 21 500, ça c'est sûr et certain. Et si mauvais PCE, voilà, retour sur 20 000 points. D'accord ? Pourquoi retour sur 20 000 points ? Parce que c'est cohérent. Pas parce que c'est cohérent. Revenir ici sur cette zone, c'est cohérent. Allez, même si c'est pas 20 000, même si on fait 20 200 ou 20 250, mais revenir vers là, revenir vers le plus haut du mois précédent, vous voyez, 20 044, là, ce serait, voilà, ce serait cohérent. Pas pour le casser, hein, pour toucher et on remonte et on repart et voilà, et quelque part, on repart, même si on finit la séance plutôt vers 200. Mais en séance, pourquoi pas le toucher, le 20 000 ? Ça, ce serait top. Et si, par contre, on a un bon PCE, regardez, hein, le nombre de fois déjà où on a testé les 21 500, tout simplement. Hein, on le voit bien. C'est assez clair. Hein, une fois ici, deux fois ici. On a tenté de le casser. Là, ce sera la troisième fois, troisième passage. On se doit de le défoncer. Hein. Voilà. C'est clair. Hein. Ici, on l'avait même testé ici, on l'avait testé là. Donc là, maintenant, il va commencer à être faible. Hein.
À force qu'on l'attaque, cette ligne, elle va commencer à péter. Hein. Donc, si on est vers les 21 000, le moment où ça part, 2% sur un PCE, c'est du pipi de chat. 2%, 3%, on peut aller les chercher. Hein. On peut aller à 600, 700 même. Imaginez, on prend 3%, 21 000 fois 1,03. Voilà, on est... je dis moins 1,03. Ah, on est à 630. Hein. On est bien. Hein. OK. Ok. 630, regardez, 630 quand même, c'est un point pivot en plus. Donc c'est loin d'être incohérent. Hein. Vous le voyez ici, 628. Ah, donc c'est loin d'être incohérent. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, dites-moi. C'est le moment. Moi, ça va très bien, merci. Salut, c'est Fred. Bonjour à tous. Bonsoir. Salut. Ouais, j'avais des questions. Je t'en ai parlé, Max. C'est par rapport à ProRealTime et justement à tous ces indications qui peuvent être intéressantes, j'ai l'impression, pour moi. Sur les plus hauts du mois précédent, sur les plus hauts de la semaine. Est-ce que c'est quelque chose pour nous, enfin, moi, je suis débutant en fait, hein, mais ça peut être intéressant pour nous. Alors, ce qui va être intéressant, c'est toujours des précédents. Plus haut de semaine, on s'en fout. Plus haut du mois, pourquoi pas? Parce que c'est sur le mois, tu vois. Bon, d'accord. Mais par exemple, plus haut de semaine précédente, ça peut être intéressant. Plus haut ou plus bas, par exemple, plus bas de semaine précédente, ça va être hyper intéressant. Plus bas du mois précédent, ça va être hyper intéressant. Tu vois, là, par exemple, plus bas de semaine précédente, regarde, si tu le regardes ici, la semaine précédente, c'était 20 376,75. Forcément, si on arrive à 375, ben là, tu sais que c'est un super point d'entrée. Sous le palier, toujours, hein, c'est pas le problème, mais tu sais que tac, c'est un palier qui doit te payer vite parce qu'il y en a, ça fait plus d'une semaine qu'ils sont rentrés sur ce point-là. Et quand le marché est parti et qu'ils reviennent, eh ben, comme j'ai tendance à dire, ils ont plutôt envie de remettre une pièce dans la machine que de le laisser passer, quoi. Et de le laisser et d'avoir un prix qui était vert qui devient rouge. Tu vois. Surtout que si tu veux, regarde, en plus c'est assez évident, on voit bien ce que je vous disais là, on voit bien l'accumulation et la cassure. Et quelque part, on retrace. Si on retrace, ce retracement, dites-vous un truc, quand vous analysez, et c'est pour ça que l'analyse graphique marche mieux que l'analyse fondamentale, marche mieux dans le sens pas fonctionne mieux sur le marché, mais marche mieux dans la tête des gens. C'est ce qui plaît le plus aux gens. Pourquoi c'est ce qui plaît le plus aux gens? Parce que quelque part, on voit tous la même chose. Et donc, forcément, il y a des fonds, il y a des mecs qui sont traders en fonds et qui le voient ce retracement et qui se disent, si ça retrace sur le plus haut du mois précédent, je peux y aller. Si ça retrace sur le plus bas de la semaine précédente, ce sera un bon point d'entrée. Parce que, quelque part, ça voudra dire qu'on aura atteint un certain retracement, on aura retracé tant de pourcents, ce que certains ils appellent les pourcents de Fibonacci, etc. Mais ce sera un bon point d'entrée pour lui, pour son fonds, parce qu'il considère que il n'a pas pris la première vague, hop, ça revient, il va prendre la seconde. OK. Donc ça, déjà, ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de monde qui le voit. Donc, ça va aider à ce que ça fonctionne. Donc, oui, les plus hauts du mois précédent et tout ça, mais sur Ninja, je ne sais pas le mettre. ProRealTime, c'est un logiciel qui coûte cher quand même. Hein. C'est pas, donc, tout le monde ne peut pas se l'offrir. Je paye, moi, je crois, dans les 180 par mois. Donc, je ne peux que vous les partager comme ça le dimanche pour que vous le marquiez. Le plus haut du mois précédent, c'est 20 044,25. Il bougera pas pendant tout le mois. Hein. Donc tu te le marques tu te le marques une fois et pendant tout le mois, tu sais que au mois d'avril, le plus haut du mois, c'était 20 044,25. Et donc, si toi tu es à 44,75 parce que tu es juste sous le palier, est-ce que c'est un palier qui fait peur? Du coup,
c'est plutôt un super palier, quoi. Ouais, tout à fait. Tu prends des photos chaque dimanche. Moi, je prends une photo. Des fois, c'est tout écrit en même temps. Tu prends la photo et après, Ou tu tu le me marques. demandes, plus haut de la semaine précédente, tu vois, plus haut de la semaine précédente, c'était 21 Je 531. fais comme ça. Ouais, voilà, 21 531. Si on le casse, bah, t'es tranquille. Tu sais qu'on a pété 500 et que ça va partir fort, quoi. Voilà. Ok. Non, c'est pas 531, c'est 529,75. Je sais pas si tu. Dis-moi si tu en veux, là, je te les donne, hein, de toute façon. Et après, n'hésitez pas, de toute façon, même en direct, hein, des fois sur le live, vous me dites, il est où le plus haut le plus bas du mois? Regardez le plus bas du mois, quand même. 19 678. Eh oui. Le plus bas du mois de mai. Ça nous semble très bas, en fait. Hein. Non, mais le plus bas du mois de mai. C'est incroyable. Il est à 19 600 points. 678, pas loin de 700. Hein, le plus bas du mois de mai. Donc, ça paraît très bas par rapport où on en est aujourd'hui. Oui, parce que c'est pour ça que, bon, je pense que vous l'avez compris, mon opinion, hein, mais c'est pour ça qu'il faut que ça retrace, quoi. On ne peut pas remonter comme ça en ligne droite sans jamais retracer. Je dis pas, il faut qu'on on revienne à 18 000 points. C'est pas ça mon discours. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on retrace un petit peu quand même. Si on revient à 20 500 quand on part de 19 000 presque 700, est-ce qu'il y a mort d'homme, quoi? Voilà. Et si c'est pour prendre appui et repartir de l'avant en plus, moi dans ma vision c'est ça, c'est pas on revient à 20 500 et on se pose sur 20 500, c'est plutôt on touche 20 500, on remonte et peut-être on reste plutôt sur une zone entre 20 750 et 21 000, tu vois. Et là oui on se pose un peu plus parce que il faut de toute façon un petit peu que le marché se pose déjà pour que les multiples descendent, pour que le multiple ratio bénéfice descende et que le marché arrête de monter sur du flanc. Et là, comme déjà on va avoir le PCE, il va faire péter les 21 500. S'il sort dans le bon sens, il va les faire péter. Donc nous, si on ne retrace pas avant, le train va repartir et jamais il va retracer du coup ici. Et quand il va retracer ici, c'est parce qu'on aura eu une mauvaise nouvelle. Et là, ça risque de ça risque de vraiment tomber dru, quoi. Ouais, c'est ça. Le couteau qui tombe après. Et moi, honnêtement, c'est pas parce que je suis pas vendeur, mais ça me fait chier quand on a des bougies là, de couteaux qui tombent comme ça là, voilà, comme ça là, où en une heure, tu vois, t'as perdu 2000 points. C'est pas bon à trader. C'est chiant. Voilà, c'est mieux de trader quelque chose de plus cohérent, de plus logique, plus stable. Yes. Voilà. Ok, merci. Moi, j'ai fait quelques petites captures d'écran, puis s'il en manque. Mais dans la journée, tu me demandes, même si Ouais. Après, vous pouvez vous les marquer sur un papier, mais des fois, quand on démarre le live, tu me dis, tu écris sur le chat, est-ce que tu peux donner le plus bas du mois précédent, le plus bas du jour précédent? Et puis voilà, mais des fois, tu te mets à un niveau, ça écrit plein de choses. Tu prends la photo et après, voilà. Ouais. Avec la photo, ça va bien. Ouais, ça permet d'avoir des références. Je trouve que moi, je faisais comme ça le dimanche. Je sais pas après comment on le fait sur Ninja. Faudrait regarder peut-être sur YouTube s'il y a un tuto ou quoi. Peut-être vous pouvez le faire. Hein. Ouais, je reviendrai, puis si je trouve, je vous le dirai, bien sûr. Allez, c'est sympa pour les autres. C'est normal. Allez, donc, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je regarde le chat. Est-ce que quelqu'un... Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de, tu sais, éventuellement d'entrée de smart money, tout le machin, tout ça, qu'il risquait d'y avoir un gros dégazage là. Est-ce que on arrive à, il y a des signes un peu avant-coureurs de ça au moment où c'est sur le point d'arriver, ou ça arrive d'un coup, ça prévient personne et Ah ben là, ça peut. En fait, non, ça arrivera sur une info. Sur une info comme vendredi, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Vendredi, je peux te dire que si l'inflation, elle ressort, imaginons, à 3%, c'est pas impossible. Hein. On a déjà vu des décorrélations de 0,4, 0,5. Le marché se trompe complètement. Ça, c'est une prévision par des gens, mais la prévision est le réel. Hein. Il ressort, imaginons, à 3%. Ouf, là, je peux te dire que oui, là on va péter. On peut faire du. Enfin, vous l'avez vécu, hein, moins 4, moins 5 sur le Nasdaq. Il n'a pas peur, quoi. Il n'a pas froid aux yeux, le Nasdaq. Hein. Là, si tu te prends un moins 5% quand tu es à 21 000 points, ça va vite, quoi. Tu m'étonnes.
Voilà. Donc du coup, c'est plus dans ce sens-là que je disais. C'est que ces infos-là, si elles sortent pas dans le bon sens, eux, ils partiront. Le gros, je m'attends plus à un moins 5% que si elle sort à 2,6, un plus 5%. Tu vois. Je pense que si elle sort dans la tendance, on sera plutôt à un plus 2, plus 3. Tu vois, la moitié quelque part de ce qu'on peut prendre en perte. Parce que ils vont plus se laisser porter par l'effet de foule que eux-mêmes contribuer. Ok. Voilà. Bon, ben écoutez, merci à tous du coup. Merci. Et donc, ben, pas à demain. Et toi. Pas à demain, hein. Pensez-y, c'est férié. Offrez-vous ce bonheur de ne pas trader. Ça fait aussi plaisir. Et puis du coup, et oui, et quand tu travailles pas, tu dis pas à ton patron que tu veux venir quand même. Ouais, mais c'est pas pareil. Ben si, c'est pareil. Tu peux te réunir avec les copains sur le Discord quand même, hein, tu as le droit, hein, s'ils ont envie. Oui, mais bon. Voilà. Mais bon, là. Allez, bon, cool. Offrez-vous pareillement, pour ceux qui seraient tentés d'y aller, offrez-vous une journée de coupure. Une journée sans pression, sans tension, sans accumuler du stress. C'est aussi positif pour le lendemain. Hein. Comme on disait la dernière fois, comme disait très justement Michel, et parce que je le redis, parce que je sais que c'est une phrase qu'il avait aimée quand on en parlait avec quelqu'un qui viendra faire des cours d'émotionnel au séminaire. Si vous faites plus 1000 un jour et vous faites moins 600 le lendemain, le troisième jour, quand vous allumez l'ordinateur, vous êtes bien à plus 400. On est tous d'accord là-dessus. Si moi, je suis arrivé le lundi, j'ai fait plus 200, le mardi plus 200, j'arrive le mercredi, j'ai plus 400 comme vous, mais par contre, je suis dans une dynamique psychologique où quand j'arrive le mercredi, j'ai pas de tension, j'ai pas de peur, j'ai pas de pression sur les épaules. Et par contre, le mec qui a fait plus 1000 lundi, moins 600 mardi, quand il allume l'ordinateur mercredi, il a 400 balles en poche, mais il a du stress, il a de la pression et il a peur de ce qui va se passer parce qu'il sait que la veille, il a perdu ou que l'avant-veille, il a perdu. Donc, ça change tout. S'offrir le bonheur d'être vert change tout. Et d'être dans une dynamique où tous les jours, vous fermez, vous êtes bien, vous êtes serein, vous avez gagné 100 balles, 80 balles, 60 balles, 200 balles, mais vous avez gagné. On est joyeux. Ouais, c'est vrai. Donc, offrez-vous ce temps calme, offrez-vous le droit de vous dire le graphique, je m'en fous. Si j'étais trader à Wall Street, eh ben on me dirait que demain, c'est férié et je n'irai pas au bureau. Je resterai avec ma femme et mes gosses. Je n'irai pas au bureau. Donc, je le fais pareil. Voilà. Et voilà la question de Lucas. Est-ce que demain, ça vaut le coup de s'entraîner en sim, du coup, sur le marché fermé, où le marché sera fermé? Je viens de te donner la réponse. Ça ne vaut pas le coup de se générer de la pression et de ne refuser à son cerveau d'avoir un temps calme. Voilà. C'est mieux de lui donner du souffle, une coupure, et qu'il soit meilleur le lendemain, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas une question de pratique. Pratiquer, vous avez tout le temps de pratiquer quand le marché est ouvert et que c'est un jour de trading normal. Voilà. Parce que, à part te faire avoir des doutes, si tu as pris une position et que la méthode, elle n'a pas fonctionné, et te dire, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vraiment ça marche? Est-ce que machin? Est-ce que si? Est-ce que mi? Ben non. Non, c'est normal. Le marché, il n'est pas ouvert. Tu n'as rien à faire là déjà de base. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens à part pour te créer du doute? À part pour dire, ah, les autres, ils n'y sont pas allés. Moi, j'y suis allé et ils auraient dû venir. Et j'ai fait 200. Ouais, voilà. Mais ça, c'est de l'ego. Ça, c'est qui a les plus grosses. Ça. Qui a la paire de couilles la plus grosse. Mais on s'en fout. Nous, on n'est pas là pour ça. Donc, accorde-toi du repos. On l'a tous fait. Hein. Moi aussi, j'allais le matin et tout. Ça, bien sûr qu'on l'a tous fait. C'est pour ça que notre rôle, c'est d'anticiper et d'essayer de convaincre de ne pas le faire. Parce qu'il y en a qui le feront. Oui. Je le sais. Mais après, ça fait comme le matin, c'est mou et d'un coup, ça t'assassine. Et il y en a aussi qui m'enverront un message demain pour me dire j'ai pas reçu le lien du live.
Pourquoi? Voilà. Et ça, c'est comme ça. En tout cas, on est là pour ça. OK. Allez. Non, ben Lucas, t'entraîner, tu le feras mardi. Voilà, tu le feras mardi. Dis-toi que tu es un joueur de foot, ou je crois que toi, c'est le basket que tu aimes bien. Je sais plus. Ben voilà, ton coach, il t'a donné un jour de repos. Est-ce que tu vas quand même à l'entraînement? Est-ce que tu vas quand même t'entraîner? Ou est-ce que tu profites de ton jour de repos et tu vas t'entraîner avec tes copains le mardi? Puisque le lundi, c'est le jour de repos. Ben voilà, normalement, si l'entraîneur t'a donné un jour de repos, ben, c'est repos. Tu vas pas au stade t'entraîner. Ok. Allez, bon ben bonne soirée à tous. Merci. Et bisous. Du coup, ben à mardi. À mardi, Bisous. ouais. Ciao à Ciao. tous. Ciao. Bisous, bisous.